Merci de participer à ce premier atelier débat qui pose la question du choix du PE pour les réseaux AEP, adduction eau potable. Je vais vous présenter, partager le petit support de présentation. Tac. Donc voilà, je pense que tout le monde doit voir maintenant la diapositive d'introduction. Pour cet atelier, j'aurai le plaisir d'échanger et de débattre avec Éric Savignon, le vice-président de Bièvre-Isère Communauté, Corinne Collas, directeur du développement, chef de marché AEP de la société Plaçon, et Marc Palomares, directeur technique et innovation de la société Elidan. Alors, on a préparé automatiquement cet atelier. On a voulu que cet atelier soit interactif au possible. On a donc découpé en deux parties. Une première d'une trentaine de minutes durant laquelle on va vous exposer un peu les raisons du PE pour un réseau d'eau potable. Puis, une deuxième partie interactive de 15 minutes où on va pouvoir interagir ensemble et les intervenants répondent à vos questions. Donc, je me tourne vers Monsieur Savignon, ou je pourrais aussi dire Monsieur le maire, puisque aussi. vous occupez ces fonctions. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour discuter de ce choix du polyéthylène pour les réseaux d'eau. Avec beaucoup de plaisir. Et peut-être avant qu'on débatte, je vous laisse présenter votre communauté à nos auditeurs. Bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, Bièvre-Isère Communauté est une communauté d'agglo qui est rurale, qui est entre l'agglomération de Lyon et de Grenoble. C'est en gros donc 50 communes, environ 60 000 habitants, un service de l'eau dont la compétence est prise depuis 2003 sur une première entité d'intercommunalité. Depuis, nous avons fait 4 fusions et ça nous permet aujourd'hui d'avoir pratiquement 1300 km de réseau et pratiquement 3 millions d'eau potable distribuées par an. Donc voilà, c'est une collectivité qui défend sa ruralité, mais qui a les mêmes soucis que toute agglomération en termes de distribution et de renouvellement de réseau notamment. Sur votre exploitation, vous êtes en régie ou en exploitation privée? Non, en régie directe. En régie directe, d'accord. OK. Alors, on est là, on va parler plus particulièrement des réseaux, des ouvrages que vous avez et du choix que vous avez fait, les réseaux du polyéthylène. Peut-être déjà une première question. Pourquoi vous avez choisi ce type de matériau pour l'adduction eau potable? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre avis? Alors, je commencerai par dire, avec un brin d'humour, que la première raison, c'est d'avoir déjà une entité évidente sur le territoire de la collectivité. Et une chose qui est extrêmement importante en termes de proximité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, sur la réactivité également de l'entreprise face aux besoins de la collectivité. Et puis après, le choix du PE, il se fait aussi par rapport jusqu'au diamètre 100. Pour nous, c'est beaucoup de facilité en fait sur le terrain en termes de mise en œuvre. Même si on a eu l'occasion aussi de poser en Tourret du 160 sur des actions un petit peu d'urgence entre guillemets. Donc c'est un véritable outil en fait qui est intéressant en intermédiaire, en diamètre intermédiaire. Donc, vous voulez dire que vous avez systématisé un type de matériau pour le DN100? Absolument. Ouais. Oui, parce qu'on sait que pour le branchement, donc les petits diamètres, le polyéthylène, il a pris le pas sur les tuyaux plomb qui étaient avant utilisés et qui a été beaucoup remplacé. Normalement, il ne doit plus exister de branchement plomb chez vous. On les retire au maximum systématiquement, notamment quand il y a des réhabilitations de canalisation.
Et avec l'intérêt aussi du PE, c'est de pouvoir justement le passer par tirage dans des canalisations de plomb en les écartant. Et ça aussi, ça évite parfois des tranchées qui sont, c'est pas inintéressant en termes de travaux de surface. Oui, d'accord. Donc, comment vous pourriez résumer, vous, les avantages que vous avez à utiliser le polyéthylène? Je dirais que c'est sa facilité d'emploi et de mise en œuvre qui est intéressant pour nous sur des diamètres jusqu'à 100 en termes de… Et surtout, en fait, Salut Fred. les entreprises locales qui le posent beaucoup plus facilement aussi. Oui. Alors, excusez-moi, j'entends quelques injonctions. Si vous pouvez couper vos micros, ça sera agréable pour tout le monde. Merci d'avance. Ok, je comprends bien les avantages. Est-ce que vous voyez des inconvénients sur l'utilisation de ce matériau? Alors, des inconvénients, après, sur des diamètres plus élevés, on a des fois des problématiques de mise en œuvre, notamment par rapport aux jonctions, en fait, sur des barres plus… quand c'est pas entouré, quoi, en tout cas. Oui. C'est un petit peu la problématique. D'accord. Ok. Pendant la préparation, vous avez parlé de chantiers un peu innovants, un peu emblématiques sur l'utilisation du PE. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est ce que je parlais un petit peu en introduction sur la réactivité notamment de l'entreprise, où on a eu une grosse problématique d'eau potable sur une commune d'environ 800 habitants, où il a fallu faire une jonction en fait d'environ 2,3 km pour pouvoir réalimenter par un autre biais le réseau d'eau potable et également pouvoir réalimenter le réservoir qui dessert cette commune. Donc, il a fallu en fait mettre en œuvre très rapidement parce qu'en période du mois de juillet, en pleine sécheresse, les gens n'avaient plus d'eau en fin de journée. Et donc, une réelle problématique en termes de distributeurs d'eau potable, parce que là, pour le coup, on n'arrivait pas à atteindre notre objectif. Et donc, il a fallu mettre en œuvre, en fait, sur cette distance-là de 2,3 km, de manière très rapide, une canalisation en diamètre 160. Et je dois dire qu'on ne peut que saluer, en fait, le partenariat et la réactivité de l'entreprise Eydon, qui, en 3 jours, a pu nous livrer, en fait, la distance, la longueur sur 6 tourets, de manière à pouvoir les positionner et les poser très rapidement dans la semaine qui a suivi par une trancheuse. Donc ça, c'était un peu une première pour nous, mais en tout cas, un côté extrêmement pratique pour parcourir, entre guillemets, la campagne entre 2 communes rurales et pouvoir passer en fait très rapidement cette canalisation, un peu de secours, mais qui est bien entendu définitive et qui nous fera un maillage définitif. Oui. Ouais, donc là, vous voulez pointer du doigt non seulement la réactivité, mais la méthode de pose, parce que poser en trancheuse, c'est souvent plus rapide. Et c'est assez extraordinaire. Personnellement, c'était la première fois que je voyais cette mise en œuvre avec une trancheuse sur des tourets de ce diamètre-là en plus. Franchement, oui, là, le côté est indéniable en fait sur la qualité et l'utilisation en fait du PE. Ouais, ouais. Et vous vouliez parler, je crois, aussi du système Elliott. Oui, absolument. Donc, l'idée, c'est de pouvoir positionner aussi ce dispositif qui permet en fait le repérage et de voir l'état de la canalisation, d'avoir des remontées. Et pour le coup, ça, on commence à développer et à mettre en place, nous aussi, ce dispositif-là pour pouvoir repérer plus facilement les problématiques de fuite ponctuelles qu'il pourrait y avoir sur le réseau. Donc, ça, c'est aussi un réel plus qui est dans la possibilité est donnée avec la mise en œuvre du PE. Ouais, ok. Bon, et merci en tous les cas de votre retour d'expérience, c'est intéressant. Je vais me tourner auprès de nos 2 spécialistes, que sont Corinne Collas et Marc Palomares, pour que l'on puisse échanger un peu sur les points différenciants du PEHD, puisqu'on le sait, il n'y a pas de raison de le cacher, ce n'est pas le seul matériau à être utilisé pour les canalisations d'eau potable, mais ils ont des points, le PE a des points différenciants qu'il est intéressant de retracer ici. Donc,
Marc, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi aujourd'hui le PE est plébiscité dans l'industrie? Oui, bonjour à tous. Donc, on l'a entendu à travers du témoignage de M. Savignon sur le fait que le polyéthylène est disponible sur des très grandes longueurs et donc permet d'installer, de poser des réseaux très rapidement et assez facilement. Donc là, c'est un premier élément différenciant. Et le deuxième aussi, qui rend la solution effectivement plébiscitée et qui permet aussi d'avoir une solution qui permet d'améliorer la performance des réseaux, c'est la solution soudée entre les différents tronçons de réseau. Et donc voilà, donc c'est fait partie des raisons pour lesquelles le réseau polyéthylène est plébiscité. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, oui. C'est le seul matériau aujourd'hui qui permet cette continuité de matériaux sur un réseau. Tout à fait. La solution soudée, alors Corinne en parlera encore de façon plus détaillée juste après moi. Et effectivement, c'est une solution qui permet de rendre le réseau complètement monolithique, monomatière sur l'ensemble du réseau, puisqu'il n'y a pas de présence de joints d'étanchéité particuliers. Et aujourd'hui, ce type de réseau est posé depuis plus de 60 ans. C'est aujourd'hui le premier matériau pour les réseaux d'eau et de gaz en Europe. Et ce qui fait la clé du succès de ce système-là, c'est bien évidemment l'innovation permanente qu'il y a eu sur le matériau depuis ces 60 ans, où on a démarré avec des PE dits 32 et aujourd'hui avec des polyéthylènes dits PE100 ou PE100 RC. Alors justement, qu'est-ce qu'un PE100? Quel est le matériau dont on parle lorsqu'on parle de polyéthylène, puisque les polyéthylènes, il y a différents types de polyéthylène. Il y a des polyéthylènes pour fabriquer des sacs poubelles, et il y a des polyéthylènes, par exemple, et il y a des polyéthylènes pour fabriquer des canalisations de pression prévues pour une durabilité de 100 ans. La durabilité d'un sac poubelle, on se doute bien qu'on a juste besoin le temps de mettre son sac à la benne. Et la canalisation pression, on attend une durée de vie de 100 ans, donc on se doute bien que ce n'est pas le même polyéthylène. C'est la raison pour laquelle on parle de PE100. Et donc un PE100 et un PE100 RC, c'est un polyéthylène qui a des caractéristiques mécaniques qui sont maîtrisées de façon à assurer la fiabilité de la canalisation sur le long terme, notamment sa durée de vie de 100 ans. Et donc, le 100, ça ne correspond pas à la durée de vie? Alors, le 100 ne correspond pas à la durée de vie, il correspond en fait à la caractéristique de tenue à la pression du matériau sur le long terme, sur les 100 ans, qui est de 10 mégapascales, en termes de contraintes dans le matériau. D'accord. Et la différence entre le PE100 et le PE100 RC, c'est quoi le… Alors, la différence entre le PE100 et le PE100 RC, le PE100 nécessite donc une pose avec un enrobage de sable, alors que le PE100 RC peut se poser sans enrobage de sable et permet d'utiliser les matériaux en place pour réaliser l'enrobage et le remblaiement de la tranchée. Donc, en termes d'exploitation, un gain en termes d'exploitation et d'installation. En termes d'exploitation, un gain en termes d'impact environnemental, puisqu'on n'a plus nécessité de faire venir impérativement du sable pour protéger la canalisation, puisque le matériau a été développé, et c'était donc un des développements en termes d'innovation, de façon à pouvoir résister aux contraintes liées au fait qu'on n'a pas du sable, mais possiblement la présence de pierres ou de cailloux à proximité de la canalisation. Oui. Un point que vous voulez mettre en avant sur l'aspect durabilité, c'est le comportement du matériau par rapport au mouvement de terrain. Tout à fait. Le sol, on sait, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Dans le temps, ça a tendance toujours un peu à bouger et donc peut provoquer des concentrations de contraintes sur des matériaux rigides. Le polyéthylène, du fait de sa flexibilité et du fait de ses jonctions soudées, va s'adapter aux contraintes du sol et donc il devient donc insensible au mouvement du sol dans le temps. Ouais. Et puis, vous vouliez parler de l'impact environnemental du polyéthylène. Je pense qu'après la plénière d'ouverture, c'est important d'aborder ce point. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un autre élément différenciant du polyéthylène, puisqu'il a clairement un impact environnemental réduit, et ce, à tous les niveaux de son cycle de vie. Déjà, la fabrication, puisqu'il y a moins d'énergie consommée face aux matériaux, mécaniques, c'est un matériau, excusez-moi, traditionnels. Et
effectivement, du fait que le matériau est travaillé avec des températures qui sont basses, hein, on va utiliser au maximum 200 degrés pour pouvoir travailler la matière. C'est également de refroidissement fait avec des circuits fermés et bien évidemment des déchets qui sont recyclés à 100% dans chacune des usines de fabrication de polyéthylène. Au niveau de la mise en œuvre, du fait de la légèreté du matériau, on peut diminuer le nombre d'engins ou diminuer la taille de ces engins pour pouvoir manipuler les canalisations et donc avec à la clé des économies de carburant possibles. C'est aussi un matériau qui est auto-buté, donc on n'a pas besoin de mettre de butée béton ou des joints de verrouillage spécifiques lorsqu'on a des changements de direction. Donc ça, c'est la nature même du réseau soudé, qui rend le réseau donc, monolithique. Et bien évidemment, les grandes longueurs dont on a parlé à l'instant, qui limitent le nombre de raccordements et donc et rend l'installation facile et rapide. Oui, sur la mise en œuvre, vous n'avez pas mis en valeur l'installation par trancheuse, comme a indiqué M. Savignon tout à l'heure. Alors effectivement, la mise en œuvre, c'est le lié, ce n'est pas écrit directement, mais c'est le fait d'avoir la possibilité de fabriquer des tubes sur des grandes longueurs mis sur des tourets qui, de fait, limitent le nombre de raccordements où on n'a pas besoin d'avoir une jonction tous les 6 mètres lorsque, effectivement, le contexte chantier le permet. Ouais. Et ensuite, en exploitation, une préservation de la ressource en eau du fait de la grande fiabilité du système de raccordement par soudage et une durée de vie de 100 ans. Et aussi, bien sûr, en fin de vie, le matériau est bien évidemment 100% recyclable. Et tout ça se traduit par des chiffres, donc aujourd'hui, qui sont disponibles sur la base IGNES à travers des F2S, donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, où là, on peut voir de façon chiffrée la différence entre un DN 160 en PE100, et là, donc un DN 150 fonte, et où à tous les stades du cycle de vie, que ce soit en production, transport et installation, on voit effectivement que le polyéthylène a un impact qui est effectivement réduit au total d'un facteur à peu près 5 pour ce diamètre. Là, je vais me tourner auprès de Corinne pour parler un peu de la jonction des tubes. C'est un point stratégique. Et je pense que vous allez nous le confirmer, Corinne. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais je vais rebondir sur un des points différenciants en dehors, et je rebondis sur ce qu'a dit M. Savignon et repris par Marc, la grande longueur, la possibilité de grande longueur, donc la limitation des raccords, puisqu'à la fin des fins, un réseau, sa fiabilité est liée à la qualité de ses raccordements, de ses jonctions. Donc, moins il y en a, mieux c'est. Alors, pour Plassans, c'est peut-être pas forcément moins bien pour vous, oui. la meilleure des choses, mais pour le polyéthylène, c'est très bien et c'est un point fort en fait qu'apporte cette solution, d'où l'insistance de M. Savignon sur toute la partie touret et déroulement de grande longueur. Et c'est vrai, c'est un des points forts du PE. Et qui permet aussi une mise en œuvre rapide, comme il l'a bien souligné. Donc, à chaque fois que c'est possible, ce sont des solutions à étudier sérieusement. Par ailleurs, toute la partie raccordement et le point différenciant par rapport aux matériaux traditionnels, ça a été dit aussi par Marc, c'est la soudabilité de la matière. On peut souder 2 tubes PE entre eux, et le point qui est normalement considéré comme un point faible devient un point fort du réseau, parce que principalement deux techniques de soudage à disposition en fonction des diamètres, des raccords dits électrosoudables, et juste avec le petit schéma que vous voyez, entre l'épaisseur du raccord et l'épaisseur du tube, on voit bien qu'au niveau de la soudure, on va pratiquement doubler l'épaisseur de la jonction. Donc, on va renforcer par rapport au tube, par rapport à la résistance du tube, on va renforcer le point de liaison et donc garantir sa résistance dans le temps, une continuité de réseau, conférer à l'ensemble du système de canalisation, l'ensemble du réseau, les qualités qu'on peut attribuer à un tube. Et puis, évidemment,
garantir une étanchéité totale. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux sur l'augmentation du rendement des réseaux à travers la réduction des fuites, pas forcément et uniquement au temps T, mais sur l'ensemble, la durée de vie du réseau. Donc, ce système, cette technologie permet d'améliorer ce rendement sur la durée de vie du réseau. Alors juste, Corinne, pour les gens qui ne connaissent pas les deux méthodes qui sont présentées, là, sur la partie haute, vous avez l'électrosoudable. Donc, c'est ça. C'est un circuit électrique qu'on vient mettre sous tension pour chauffer, qui va chauffer les deux matières, que ce soit le tube et le raccord, et qui viennent, avec le refroidissement, devenir homogènes. C'est ça. On a une spire qui est, en fait, c'est un élément, on rapporte un raccord dans lequel une spire est intégrée, et par effet Joule, on vient chauffer la matière et recréer, en fait, par un système de pression-température, une soudure entre le raccord et les tubes. Alors que la technique du bout à bout, ouais, qui est en dessous, alors c'est vrai que la photo est un peu floue, oui. Mais en fait… C'est difficile peut-être à imager, mais on vient chauffer les deux bouts des tubes polyéthylène et qu'on vient ensuite coller l'un avec l'autre. Plaquer l'un sur l'autre et de la même manière, température, pression, et cette fois, on vient rabouter, pour être imagé, les deux tubes entre eux. Et donc, recréer un tube, la continuité du tube, de même épaisseur. Exactement. Donc, les avantages, comme on l'a dit, les avantages qu'on a l'habitude de voir sur un tube plein, que ce soit une barre ou un touret, sont transmis à l'ensemble du réseau. Marc en a parlé, résistance à la déformation. Quand on enterre un tube pendant 50 ans, forcément, il va être sollicité. Et la flexibilité du système dans son entier est relayée par les soudures, permet une résistance, une résistance et des raccordements, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de casse, de fuite ou de déformation qui vont générer des fuites dans le temps à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point important. Les avantages hydrauliques, ils sont conservés. Le fait de passer par un système soudé, principalement, on a la garantie de l'étanchéité, évidemment. Hein. Et puis ensuite, on sait que le PE ne s'encrasse pas dans le temps. Donc, en fait, on va conserver son passage, son diamètre de passage, donc le débit souhaité pendant la période donnée. Et puis, la flexibilité du PE a aussi un impact sur l'amortissement des coups de bélier. Et donc là, on avait parlé des deux techniques de raccordement. Donc là, vous avez… Voilà, là, on a les deux manières à montrer un petit peu à quoi ressemble un raccord. Donc, il y a un T, il y a un coude. Il y a évidemment beaucoup de pièces disponibles et du diamètre aujourd'hui, du diamètre 20 au diamètre 1200. Oui, on le voit là. Voilà, et puis la soudure bout à bout, ça passe en fait par un équipement, une machine qui vient rabouter les tubes les uns avec les autres. Donc, on ne rapporte pas de pièces, sauf des pièces à bout mal, évidemment, pour faire les formes, les dérivations nécessaires sur le réseau. Donc, de façon générale, on l'a dit, le branchement, depuis très longtemps, est réalisé avec des tubes en polyéthylène. Le réseau primaire de plus en plus, ce qui permet de souder la totalité, ce qui apporte à cet endroit-là une garantie supérieure à ce qu'on peut observer aujourd'hui, puisque la multiplicité des matériaux ne garantit pas ou ne permet pas de garantir dans le temps une bonne étanchéité. Donc, de pouvoir partir d'un tube PE et souder jusqu'à l'entrée du compteur, c'est quand même un point d'amélioration. Donc, 20 et 32, généralement, on est sur des raccords soudés. J'ai quand même, la partie mécanique ne disparaît pas et encore largement, et pour des raisons pratiques, et parce qu'on ne peut pas faire du soudage tout le temps, on a besoin encore de raccords mécaniques. Donc, on a aussi des raccords mécaniques de même matière pour respecter l'homogénéité
dans ces diamètres. Et j'ai rajouté la prise, puisqu'effectivement, le point important, c'est de pouvoir partir en soudé dès la dérivation sur le réseau primaire. Donc, ensuite, on a la distribution. La distribution, on est 40-63, on peut peut-être monter jusqu'à 125, 160. Enfin, c'est pas de toute manière, à partir de ces diamètres-là, on a toutes les gammes possibles en électrosoudables. Et au-delà du 250, la question peut se poser selon les contraintes et l'environnement chantier de choisir plus une technologie que l'autre, voire de combiner les deux. C'est souvent, pour des diamètres au-delà du DN300, ce qu'on observe. D'accord. Et vous vouliez mettre en exergue quelques spécialités que vous avez chez Plaçon, notamment chez Plaçon et surtout par rapport au polyéthylène, parce que travailler polyéthylène, c'est aussi un peu changer de logiciel, c'est-à-dire qu'il y a des pièces, alors pour répondre à M. Savignon, donc du diamètre 20 au diamètre 1200, au-delà du DN100, on peut toujours faire du PE, le touret jusqu'au 160-180 marques, je crois, maximum. Le touret dans ces diamètres-là, après, c'est assez technique pour les liaisons, mais comme il y en a peu, on arrive à les réaliser, on gagne du temps, c'est vraiment un avantage. Et quand on passe en barre, c'est d'autant plus facile à poser. Parce qu'on est sur des petites longueurs, on a tout l'avantage de la légèreté du matériau et on peut souder relativement facilement des barres, les unes derrière les autres. Par contre, ça fait plus de points de soudure. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir se développer, donc, évidemment, dans les gammes de raccords électrosoudables, on a aujourd'hui des gammes complètes avec toutes les formes classiques, coude, T, enfin tout ce qui est nécessaire. Mais on développe aussi d'autres façons de travailler. Et la selle de dérivation dont j'ai mis la photo sur la gauche en est une, c'est-à-dire que cette pièce permet de remplacer un T. Donc vous êtes sur un diamètre au-delà, à partir du 200, 250, vous voulez faire une dérivation en 160 ou en 125. Traditionnellement, on posera un T et on aura une rupture, en fait, une discontinuité sur le tube avec au moins 3 soudures. Par le biais d'une selle de ce type, on ne vient pas couper le tube, on continue en fait à poser son tube et on vient rapporter la dérivation ensuite avec une seule soudure. Et un départ où, là, la différence entre le T et cette selle, c'est qu'à un moment donné, par la selle, il va falloir percer, alors que le T est déjà ouvert, mais vous avez une continuité, vous garantissez, vous maintenez la continuité de votre tube. Donc, le PE permet aussi de changer un peu de méthodologie, de faciliter la pose et de limiter, c'est toujours cette idée, en fait, de limiter quand même le nombre de raccordements pour garantir une continuité dans le temps. Pardon, Marc ? Que le perçage en charge est possible avec cette technique. Et le perçage en charge est possible. Donc là, c'est plutôt, là, on est sur un réseau neuf, donc on le voit, on n'a pas de bride intégrée. Quand on est en perçage en charge, on a une selle avec une dérivation à bride. Et puis ensuite, on vient à travers une vanne classique percer en charge. Et puis, on a aussi sur la droite, on a développé avec le temps, on sait tous que ce n'est pas toujours facile de travailler et qu'on n'a pas toujours des réseaux qui sont parfaitement rectilignes et qu'il faut rattraper des angles. Donc, on a aussi des pièces, comme vous voyez sur la droite, qui sont des pièces avec des rotules d'ajustement qui permettent d'éviter les contraintes sur les soudures quand on doit se rattraper ou rattraper des angles ou des alignements. Ici, on peut aller jusqu'à 24 degrés. Donc, ça fait partie dans les gammes des pièces ou des éléments de raccordement qui apportent une autre solution, qui viennent régler aussi des petits soucis d'ajustement sur les chantiers. Oui. OK. Alors, juste une petite question. Et l'IDAN, vous faites quelle est la plage de diamètre que vous produisez en termes de tubes? Alors, Elidan produit du diamètre 20 jusqu'au diamètre 800 mm, mais effectivement, comme précisait Corinne, les solutions polyéthylènes aujourd'hui, en Europe, par exemple, on sait fabriquer jusqu'au diamètre 3200 mm, donc des tubes de 3,2 m de diamètre en pression. Et donc,
n'y a pas de limite en dehors de la limite aujourd'hui matérielle pour fabriquer le tube. 3200, 3 mètres 2. Okay. Ben, merci Marc, merci Corinne pour ces explications techniques. On va passer à la petite session questions-réponses. Il est 10h33, donc on est bien dans le timing. Il nous reste une dizaine de minutes pour passer aux questions-réponses. Et je vois dans le chat que il y a déjà quelques questions qui ont été posées. Donc, je vais me permettre de retranscrire les questions de notre audience à nos intervenants. La question des propriétés contre l'abrasion. Peut-être que c'est Marc qui peut nous répondre. Oui, donc sur l'abrasion, alors bon, quand on est dans l'eau potable, on est moins contraint parce que l'eau elle est censée être propre, en tout cas sur des aspects c'est pas de l'eau en charge. Mais si on devait véhiculer de l'eau en charge sur de la canalisation polyéthylène, c'est tout à fait possible et c'est un des matériaux les plus résistants à l'abrasion en termes de durabilité, du fait de la ductilité du matériau. Et aujourd'hui, ça en fait un matériau de choix, notamment dans les mines. Pour véhiculer les eaux chargées, on remplace aujourd'hui l'acier par du polyéthylène. D'accord. Comment on recycle le matériau? Comment ça fonctionne? Comment font les exploitants de réseau pour recycler le polyéthylène? Alors, sur ce sujet-là, donc, il y a des circuits de recyclage qui se mettent en place aujourd'hui, avec justement une obligation réglementaire sur ces sujets qui se mettent en place. Et donc, il y a possibilité de prendre contact avec le fabricant pour savoir quelle est la filière, à quel endroit est-ce que l'on peut effectivement jeter sa canalisation polyéthylène en sachant qu'effectivement le matériau est bien évidemment réutilisable pour fabriquer d'autres typologies de produits ou des fourreaux ou à partir de ces résines. D'accord. Donc, toujours sur cette question de recyclabilité, quelle est la part maximum de matériaux recyclés dans vos productions, vous, de tubes neufs? Alors, sur les canalisations d'adduction d'eau potable, j'ai parlé, donc il y a une notion de durabilité, c'est-à-dire qu'on attend que la canalisation dure 100 ans. Et à ce titre, ça rend compliqué l'utilisation de recyclés mécaniques sur cette typologie de produits. Donc, on réutilise le matériau sur d'autres applications qui demandent moins de durabilité. En revanche, il y a des solutions de recyclage chimique qui sont en train de se développer, où à partir de matières plastiques, on en refait de l'huile de pyrolyse qui va permettre de repolymériser du matériau dit vierge, mais fabriqué à partir de l'huile de pyrolyse. Ce qui rend un matériau vierge, on va dire recyclé, mais pas recyclé de façon mécanique, mais de façon chimique. D'accord. OK. Il y a des questions qui concernent la perméation dans le sol. Je trouve que c'est une très bonne question, notamment sur des sols pollués. Et quelles sont les réponses que vous apportez pour éviter l'imprégnation d'éléments extérieurs dans la conduite au travers du polyéthylène? Alors, lorsqu'on est sur des sols pollués, de fait, il y a un risque de contamination de l'eau si on pose une canalisation d'adduction d'eau potable. Je dirais que quel que soit le matériau, donc le polyéthylène, effectivement, il est sensible sur des composés très, très fins à la perméation. Mais les autres matériaux, PVC ou fonte, le sont aussi au niveau des jonctions. Potentiellement, il peut y avoir de l'intrusion. Donc, à partir du moment où on a un sol pollué, donc on sait qu'il y a un sol qui est pollué, et il faut prendre des dispositions particulières, quel que soit le matériau, pour protéger la canalisation de potentielles intrusions de molécules qu'on ne souhaiterait pas avoir dans le réseau. Donc là, vous pensez à l'utilisation de bandes grasses, des choses comme ça? Alors, ça peut être du fourreau métallique, ça peut être des protections effectivement localisées sur les joints, pour le polyéthylène, effectivement du fourreau métallique. Mais aujourd'hui, il existe des solutions adaptées en polyéthylène, donc des produits spécifiquement développés pour pouvoir être posés dans ces terrains-là.
D'accord. OK. Christelle Delacroix pose une question spécifique au Grand Chambéry sur des problèmes de dépôt de calcaire en présence de polyéthylène. Est-ce que vous avez été informé de ces situations? Est-ce que vous avez fait des recherches ou est-ce que vous avez des résultats de recherche à nous partager sur le dépôt de calcaire sur le polyéthylène? Alors, oui, on est au courant de ce sujet-là très localisé. Et lié, en fait, je dirais que dans ce cas-là, le polyéthylène a défaut de ses qualités au regard de la qualité de l'eau transportée, puisqu'effectivement, il y a une précipitation qui se fait en surface, et comme le polyéthylène, effectivement, ne tient pas le calcaire, dès qu'il va y avoir des mouvements d'eau, il y a possiblement, du coup, ces fines couches de précipitation qui vont se relarguer dans la canalisation et possiblement se mettre dans des endroits qu'on ne voudrait pas. Et donc là, chez nous, il y a des sujets, c'est un des sujets de recherche et d'innovation, justement, pour pouvoir répondre à ce cas spécifique de qualité d'eau qui provoque cette précipitation. Mais voilà, donc l'avantage du polyéthylène, c'est que ça ne s'accroche pas dans le temps. Là, le désavantage, c'est que du coup, ça crée des problèmes sur d'autres équipements du réseau du fait que ce soit partie du polyéthylène. Mais du coup, dans le temps, il n'y a pas de dépôt et d'obstruction de canalisation du fait d'une qualité d'eau avec une forte teneur en calcaire. Ouais. Alors, on a beaucoup de questions sur le système de désinfection et l'impact du chlore notamment. Mais avant de traiter ces questions-là, parce que ça concerne beaucoup Marc et le producteur de tubes, je vais me tourner vers vous, Monsieur Savignon, pour poser la question sur la question du coût, du budget, puisque c'est souvent, comme l'indique Brigitte Mann, un critère de choix. Même si on l'a vu en début, le premier critère, c'est quand même la durabilité et la qualité des matériaux. Mais ceci étant dit, le coût, le budget, c'est une vraie question. Comment vous l'avez abordé cette question au sein de votre communauté? Est-ce que le critère polyéthylène de facto était le plus économique ou est-ce qu'il y a eu des contraintes, il y a eu des débats chez vous? Comment ça s'est passé? Alors, il faut être clair qu'économiquement parlant, de toute façon, on est assujetti au marché public. Donc, forcément, lorsqu'on fait des consultations sur des gros dossiers, on met des variantes en fait pour essayer de voir en fait au niveau des différents matériaux, en fonction du chantier, en fonction des difficultés en fait pour mettre en place les différents matériaux, avantages, inconvénients. On ouvre toujours en fait le marché en fait de manière à avoir le choix à la fois sur la pratique et l'utilisation de tel ou tel matériau, mais également sur l'approche bien évidemment économique. Après, l'approche économique, elle est importante aussi quand on voit notamment la durabilité du matériau sur un taux de renouvellement, nous, qui est malheureusement pas assez important sur l'ensemble des 1300 km. C'est important aujourd'hui d'avoir cette notion de durabilité. 100 ans, ça nous parle, c'est-à-dire que les canalisations traditionnelles, au bout de 50, 60 ans, et là par expérience, on le voit aujourd'hui, on est obligé de revenir. Si on rajoute des durées plus longues avec la fiabilité qui va avec, évidemment, alors on ne sera pas forcément là dans 100 ans pour voir si ça tient toujours, mais enfin, en tout cas l'idée économique et sur la gestion, la bonne gestion, en tout cas, de nos collectivités, c'est un élément qui n'est pas anodin et qui, en termes de taux de renouvellement, nous permettrait en fait d'augmenter ce taux de renouvellement des canalisations avec une fiabilité certaine et qui aujourd'hui est extrêmement importante puisqu'on nous demande en fait des taux de rendement sur nos réseaux d'environ 85%. Aujourd'hui, nous, la collectivité, on est aux environs de 70% d'une manière moyenne et générale. On voit qu'il y a encore de la marge à faire et qu'on est vraiment sur des questions, surtout au moment où l'eau va être de plus en plus rare et où il va bien falloir en fait mettre en place le maximum de choses pour préserver cette ressource et notamment la ressource eau potable. Donc tout ça, ce sont des éléments en fait qui pèsent énormément dans la balance et dans le choix des collectivités aujourd'hui et je pense encore plus demain.
Ouais. Donc, pour vous, le critère, le choix du polyéthylène s'est fait non seulement de manière technique, mais aussi économique. Absolument. Absolument. Tout est à prendre en compte, et notamment sur le calcul de la longévité. Ouais. Okay. Je reviens à cette question un peu technique vers vous, Marc, pour comprendre le comportement du polyéthylène sur les agents de désinfection que sont le chlore. Comment se comporte le matériau, le PE, sur ces agents-là? Alors, le traitement au chlore, c'est un traitement qui existe depuis des années, hein, donc sur l'adduction d'eau potable. Aujourd'hui, on a des canalisations qui ont plus de 50 ans et qui ont subi 50 ans de traitement au chlore sur les réseaux. Donc, le chlore est effectivement un oxydant, hein, c'est connu comme un oxydant, et donc, de fait, il peut oxyder les matériaux organiques. Le polyéthylène est un matériau organique, donc potentiellement, il peut être affecté par le chlore. Donc, ça, ce sont des phénomènes qui sont parfaitement connus. C'est la raison pour laquelle le polyéthylène est traité face à cette action-là, de façon à assurer la durabilité de la canalisation dans le temps, au regard des concentrations qui sont utilisées sur les réseaux et qui sont imposées par la réglementation. Donc, comme je disais, l'action du chlore joue sur les matériaux organiques, mais dans le réseau d'eau potable, il n'y a pas que des canalisations polyéthylène qui sont matières organiques, on a des joints d'étanchéité qui sont également en matériaux organiques, les membranes de réducteurs de pression, voilà, il y a tout un tas d'équipements qui sont potentiellement, mais tous ces matériaux sont effectivement traités, puisqu'on sait que l'eau d'adduction d'eau potable est traitée avec ce type de désinfection. D'accord. On a une question sur le côté comment vous prouvez la durabilité sur 100 ans. Quelles sont les études que vous utilisez pour donner ces affirmations? Aujourd'hui, donc je parlais de PE100, là, on rentre peut-être un peu dans la technique, on pourra en parler pendant une bonne heure, mais je vais essayer de synthétiser. Donc le PE100, c'est une résistance de 10 mégapascales sur le long terme, et c'est fait à travers des courbes dites de régression. C'est-à-dire qu'une matière polyéthylène, pour pouvoir dire qu'elle est de type PE100, il faut à minima 2 ans de tests de pression pour pouvoir qualifier cette résine comme étant résistante sur une durée de 100 ans. Et ça se fait au regard, donc, comme je vous disais, d'essais de pression à température élevée, donc à 80 degrés, pendant 2 ans. Et on regarde les niveaux de rupture, niveau de résistance à la contrainte. Et donc là, il y a des études, hein, il y a un historique qui existe sur le sujet, avec les lois d'Arrhenius, qui permet donc d'extrapoler la résistance à 20 degrés sur 100 ans, et donc du coup de savoir à quelle contrainte on peut faire travailler le matériau pour s'assurer de sa durabilité sur 100 ans. Okay. Merci. Et en complément de ça, hein, aujourd'hui, on a un retour d'expérience de plus de 60 ans qui montre que ces extrapolations qui avaient été faites à l'époque sont effectivement une réalité du terrain. Oui, tout à fait. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de traiter toutes les questions. Je vais avoir une dernière question, peut-être pour donner la parole à Corinne. Il a été mentionné dans les commentaires de savoir quel est à partir de quel rapport de diamètre le polyéthylène est intéressant économiquement. Et je pense que de l'approcher sous l'angle du raccord, ça peut être intéressant puisque, on l'a vu, vous avez différentes techniques, soit du bout à bout, soit de l'électrosoudable. Vous, quelle est votre vision chez Plaçon sur vos préconisations en termes de choix de type de jonction en fonction des diamètres au terme économiquement? Le tableau qui a été présenté en tenait compte, Arnaud, parce que effectivement, il y a la question économique, il y a la question technique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre en place la technologie, la technique du bout à bout. Donc, quand les conditions de chantier le permettent, on est plutôt à une limite autour de 250, je dirais, pour commencer à faire une étude comparative, si vous voulez.
sachant que souvent, et alors on a quelques chantiers à notre actif depuis quelques années, voilà, on l'observe sur des canaux de grande longueur, plutôt en milieu rural, à partir du DN 300. Et on combine les deux pour pouvoir également aller souder en fond de fouille un collet ou une pièce particulière qui est nécessaire sur le réseau à ce moment-là. Donc, voilà, je dirais 250, 300, c'est la limite à partir de laquelle faire une petite étude comparative, si les conditions le permettent, peuvent être intéressantes économiquement parlant. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup, Monsieur Savignon. Merci. Marc, merci beaucoup pour ces explications techniques. On vous a beaucoup sollicité sur la partiture.